j'interviens surtout en tant qu'habitant du Morvan, mais je suis également membre du conseil scientifique du parc du Morvan, du conseil d'administration de Bibracte, et je fais partie des fondateurs de l'association Chemin dont on vient de parler. Retraité, je réinvestis dans ce territoire l'expérience que j'ai eue au cours de ma vie professionnelle qui s'est passée pour l'essentiel à l'Agence française de développement, donc en Afrique, en Méditerranée, en Asie. L'objectif de cette première partie, c'est de vous parler de ce qu'on a fait sur le patrimoine des chemins du grand site de Bibracte, qui, comme vous le savez, est un label attaché à des sites classés. Donc, d'où sommes-nous partis? Une initiative qui venait des gens. En 2017, le grand site a fait faire un diagnostic paysager que très rapidement, nous avons partagé avec des élus, des associations, des habitants, en organisant des randonnées paysages. Et très rapidement, il est apparu que les chemins ruraux étaient véritablement le thème fédérateur de tous les acteurs du territoire. Donc, on a vu qu'on avait besoin d'un outil. En 2018, on a fait un premier prototype de système d'information géographique sur une commune. Puis, on a continué le travail pour arriver en 2020 à un système d'information géographique plus complet sur les 11 communes du Grand Site. En toile de fond de tout ça, nous avons les entretiens de Bibracte, qui sont la conférence de territoire qui se tient tous les ans en septembre depuis 14 ans. Les 3 dernières éditions, chaque édition ayant une thématique de réflexion, les 3 dernières étaient consacrées à la thématique du commun, à la thématique du paysage et à la thématique du terrestre, parce que nous avions invité en 2019 Bruno Latour. Et ça a été vraiment pour nous un point de bascule qui nous a amené à constituer une association qui s'appelle Chemin, en référence à ce qu'on vient de dire, qui a été créée à la fois par des habitants du grand site de Bibracte et par des amis de ce coin. En fait, on est en face d'une problématique classique de recherche-action avec un terrain de recherche, des questions de recherche et des attendus. Le terrain de recherche, c'est un grand site, donc le fameux label dont je vous parlais tout à l'heure, qui est en fait l'écrin paysager du site archéologique de Bibracte. C'est un site qui fait 400 km² et surtout qui est parcouru par 1000 km de chemins ruraux fossilisés parce qu'il n'y a jamais eu, on est en zone de moyenne montagne, jamais eu de remembrement. Et quand on regarde le parcellaire agricole d'aujourd'hui, il est déjà sur le parcellaire agricole il est déjà sur le cadastre de 1838, du début du 19e, dit Napoléon, et même sur des terriers antérieurs. Les chemins, c'est un objet d'étude complexe parce qu'il y a énormément d'ambiguïté juridique autour de cet objet. Et puis surtout, notre terrain se caractérise par une perte de légitimité fonctionnelle. Ça veut dire que ces chemins qui ont été créés au Moyen-Âge ont perdu petit à petit de leur utilité et on a aujourd'hui un objet géographique, ethnographique qui est en danger. Là-dessus, on applique des questions de recherche. La plus vitale, j'ai tendance à dire, c'est celle qui consiste à se poser la question de trouver une solution pérenne et sécurisée pour le territoire du Grand Site. La seconde, c'est de créer un protocole qui soit reproductible à l'échelle du Morvan. Le Grand Site, c'est 11 communes, le parc du Morvan, c'est 140 communes, et le Grand Site est un peu son laboratoire. Donc, on attend de nous qu'on propose quelque chose. Et troisième question de recherche, c'est comment mobiliser les habitants sur le partage et la création de données. Par rapport à ça, on peut considérer que ce vers quoi on avance, tout n'est pas parfait, c'est la requalification d'un patrimoine culturel fédérateur à l'abandon, des procédures de gestion d'infrastructures qui se mettent progressivement en place avec les municipalités et les associations, et un travail de sensibilisation des habitants aux enjeux de la connaissance partagée avec les scientifiques professionnels. On a fait ça selon une démarche participative plutôt structurée, même si au départ elle a été très pragmatique. On a réussi à retomber sur les pieds d'une méthode structurée. 5 étapes dans notre méthode. On part d'une carte brute informatisée qui est une première ébauche de la trame des chemins.
Ensuite, on fait un travail en chambre classique de correction, d'incohérence et de complément, ce qui nous permet d'arriver à une carte théorique du réseau des chemins, des 1000 km sur les 11 communes, qui nous permet de basculer de la théorie au réel. Et là, on passe sur le terrain où on a confronté cette carte au terrain en se posant les questions du usage ancien, des petits patrimoines, de la perception sensible, de la praticabilité et de bien d'autres questions. Le final étant une carte interactive en ligne qui aide à la fois à travailler sur la valeur culturelle patrimoniale et sur les nouveaux usages. On me dit que vous n'avez pas mon écran partagé. Allô? Non, effectivement. Ah, non, il n'est pas partagé. Ah merde. Désolé. Comment se fait-il? En bas, vous devez avoir un onglet écran partagé, un onglet vert. Oui. Il m'amène n'importe où. Alors ça, je suis bien embêté. Si vous voulez, je peux lancer le partage depuis mon écran. D'accord. Il faudra juste modifier. Oui, je dois. Bon, allons-y alors. Ça doit pouvoir fonctionner. Attendez une seconde. Voilà, du coup, je crois que vous en étiez à peu près ici. Je ne sais pas si vous voyez mon écran. La diapo 4, sur la démarche participative. Sur la démarche participative. Donc, il est animé, ta version est animée ou pas? Non, ce sera une version statique, là. Bon, ok. Donc, on a enchaîné 5 étapes. Elles sont ici. Vous voyez ma flèche, là? Non, non plus. Non. Eh ben, c'est pas grave. Donc, 5 étapes qui partent d'une carte brute informatisée, correction en chambre, carte théorique, confrontation sur le terrain, et qui se termine par une carte interactive qui permet d'avoir une idée de la valeur culturelle patrimoniale et surtout des nouveaux usages. Les outils qu'on a mis en place pour ça, on est parti d'un outil bien connu du public, qui est le plan cadastral informatisé de la Direction générale des impôts, plus des outils de la BD Topo, et ensuite un logiciel qui permettait à la fois de travailler en chambre, mais de travailler aussi sur le terrain, c'est QField, qui permet de renseigner et de corriger en marchant. Et on arrive au bout avec un WebSig, l'ISMAP. Alors, la participation dans tout ça, nous l'avons au stade de correction en chambre, avec une vérification sur les planches cadastrales en mairie. Nous l'avons ensuite sur le terrain avec des arpentages de chemin, avec des élus, des associations, des habitants. Et puis l'ISMAP, la carte interactive, est en fait appropriable par le grand public. Tous les outils que nous avons retenus ont été choisis sur un critère de gratuité, de facilité d'accès. Et nous avons produit un guide méthodologique en accès libre. Suivant. Tu peux passer à l'autre. Alors, quelle est la pertinence? On a essayé de faire un test de cohérence entre ce qu'on fait et puis ce qu'on appelle la science participative et la recherche participative située. Si on s'interroge par rapport à la science participative telle que définie dans le rapport Houllier, on a bien travaillé avec des acteurs non scientifiques professionnels. On l'a fait de façon active et délibérée et les résultats sont partagés et les analyses sont explicitées. Est-ce qu'on est dans l'esprit du séminaire d'aujourd'hui, d'une recherche participative située? Globalement, oui, parce qu'on travaille sur les connaissances et les savoirs que les gens ont sur leur territoire. Oui, parce que ça leur permet de se réapproprier leur espace de vie, leur environnement, leur histoire. Et oui, parce que ça génère des nouvelles connaissances à l'échelle du territoire et que ça contribue aux dynamiques de territoire. Suivant, il n'y en a plus que 2. Alors, nos références philosophiques sont proches de la pensée de Bruno Latour et
Et je pense que Cédric Morisot se retrouvera comme nous autour de ça. Alors, je ne les détaille pas, elles sont connues, j'en retiens surtout ce que propose, vers quoi nous amène la Tour, qui est de poser les bases d'une nouvelle manière de faire de la politique. Celle-ci reste à inventer, en favorisant la mise en partage des connaissances des habitants, principalement par leur savoir situé lié à leur terrain de vie, c'est ce que nous dit la Tour et c'est ce qu'on a essayé de faire, et en exhumant les savoir-faire et les patrimoines oubliés des générations précédentes pour y chercher des solutions aux problèmes d'aujourd'hui et de demain. Et puis, dernière diapo, parce qu'on est trois, il faut laisser de la place à mes camarades. Est-ce que c'est transposable? Alors, on a le sentiment que oui, sur la géohistoire de l'eau et les futurs usages. Le problème de l'eau en Morvan, c'est la partie gauche du tableau, c'est une double contrainte climatique et géologique. Climatique parce que les climatologues nous disent que les hivers vont être pluvieux, mais surtout que les étés vont être de plus en plus secs et de plus en plus chauds, avec une température moyenne qui devrait passer de 24 à plus de 30, alors que la géologie a une faible capacité de stockage. Notre massif granitique est en fait une illusion de château d'eau. De manière très concrète, ça pose des problèmes d'abreuvement du bétail au pré en été. Nous venons d'avoir 3 sécheresses consécutives, 2018, 2019, 2020, avec des risques de création anarchique de mares artificielles de la part des éleveurs. Partant de là, on s'est rendu compte, c'est Nicolas qui interviendra tout à l'heure, qui a attiré notre attention là-dessus. Il existe un grand nombre de vestiges de retenue d'eau oubliés que l'IDAR nous permet de repérer. Et ça nous suggère une question de recherche. Y a-t-il des solutions dans ce patrimoine hydraulique du passé? Là aussi, on pourrait partir sur un schéma assez identique à celui de nos chemins, un inventaire cartographié sur l'IDAR, que l'on confronte au terrain par des visites de sites et surtout du recueil d'informations de voisinage auprès de tous les anciens, que l'on confronte aux risques écologiques en interrogeant les écologues sur d'éventuelles remises en eau, et que l'on met in fine en débat entre éleveurs, élus, habitants et autres. C'est le sujet de la thèse de géographie de Gaëtan Collin sous la direction de Nicolas Jacob qui vont prendre ma suite. Je suis vraiment désolé d'avoir loupé l'animation de mon machin. Pardonnez-moi. Bonjour à tous. Est-ce que mon écran est visible? Oui, c'est bon. Donc, bonjour à tous. Avant tout, je vous remercie pour cette invitation. Pour ma part, je suis du coup géographe en 2e année de thèse sous la direction de Nicolas Jacob Rousseau et par des approches de géoarchéologie qui mêlent des analyses par imagerie et des analyses de terrain plus classiques en géographie physique. J'analyse les modifications paysagères qui ont été provoquées par l'activité du flottage du bois dans les hauts bassins de l'Yonne. Cette activité extractive ancienne ayant notamment impacté le paysage pluvial des fonds de vallée du Haut-Morvan, du fait de l'installation d'un réseau très dense d'aménagement hydraulique, comme l'a déjà évoqué Roger. Et les objectifs de cette présentation sont à la fois d'illustrer les premiers résultats d'analyse des relevés LIDAR, qui sont donc des relevés microtopographiques qui ont été réalisés à l'échelle du périmètre du parc naturel régional du Morvan, et les opportunités que pourrait offrir le recours à la mémoire collective et locale à travers un projet de sciences participatives pour continuer à révéler et analyser ces vestiges hydrauliques, notamment le vaste réseau d'anciennes retenues d'eau, un projet qui aurait pour objectif à terme de permettre la mise en ressource de ce patrimoine paysager pour répondre aux enjeux socio-économiques et en devenir au sein du territoire du Haut-Morvan. Je laisse la parole à Nicolas pour qu'il puisse introduire le sujet des aménagements hydrauliques dans le contexte particulier du territoire du Morvan. Oui, donc merci également pour l'accueil que vous faites à notre communication. Je serai assez bref. En fait, ma partie de communication vise
uniquement à présenter un peu le contexte et rappeler en fait le point de départ de ces questionnements. Tout d'abord, pour ceux qui ne sont pas très familiers du massif du Morvan, quelques petits rappels de géographie physique classique. Il s'agit donc de l'appendice le plus septentrional du Massif central, qui est donc composé essentiellement de roches granitiques, comme l'a évoqué Roger Goudiard, et qui a la particularité de se trouver sur la ligne de partage des eaux entre le bassin de la Seine au nord, qui est essentiellement ici celui de Lyon et de ses deux grands affluents, et le bassin de la Loire au sud, qui en fait ne vient empiéter que sur les parties les plus périphériques du massif. Ce massif est en fait un ensemble de hautes terres et de petits bassins versants dans lesquels la gestion de l'eau a été finalement extrêmement intense, et en particulier pendant toute la période moderne et toute la période début de la période contemporaine. On a même dans certains secteurs un espace qui apparaît presque saturé d'usage de l'eau. Alors, sur les bassins versants qui descendent en direction de la Loire, il s'agit surtout d'une utilisation hydraulique, agricole et industrielle, dont on voit ici quelques représentations à partir de documents statistiques du 19e siècle qui montrent que presque tous les sites qui étaient potentiellement possible d'équiper de moulins l'ont été. Il y avait aussi une grande part de surface de prairies irriguées, et ça, c'est quelque chose qui aussi peut apparaître comme un peu contre-intuitif par rapport à l'image que l'on se fait d'un Morvan très humide. Diapositive suivante. Le deuxième point, qui est la caractéristique du Morvan, c'est le fait que dans le bassin de Lyon, donc à direction du bassin de la Seine et par la même voie de Paris, on a eu une exploitation très intensive des cours d'eau pour le flottage du bois, qui est la grande entreprise du Morvan pendant 3 siècles et qui a laissé énormément de traces d'aménagements hydrauliques. Et ces aménagements, pour les citer très rapidement, sont des étangs à l'amont, dans les parties les plus je dirais, proche des sources, des étangs qui servaient en fait à générer des lâchers d'eau artificiels de façon à faciliter l'exportation des bûches vers l'aval, jusque dans les secteurs où le tirant d'eau était suffisant pour qu'elle flotte correctement, et tout un ensemble de petits aménagements dont vous voyez en fait les traces sur les photographies. Ce sont des enrochements, des recoupements de méandres, etc. Donc en fait, on a un espace dans le Morvan qui est très surprenant quand on commence à se familiariser, parce que d'une part, c'est un espace où on voit que la ressource en eau a été gérée vraiment de façon très intensive, là où on ne le soupçonnerait pas parce qu'il s'agit d'un massif humide. Et d'autre part, deuxième chose qui est très surprenante, quand on parcourt le Morvan aujourd'hui, on a l'impression d'une très grande naturalité, alors qu'en fait, dès qu'on cherche un peu, on se rend compte que derrière cette apparente naturalité, il y a énormément d'artificiel hérité. Et donc, c'est un peu ces questionnements qui ont abouti à la formulation du projet de thèse de Gaëtan, qui donc cherche à faire le point sur cet héritage et en même temps à voir de quelle façon une approche d'archéologie du paysage, d'archéologie de cet héritage hydraulique peut déboucher en fait sur je dirais des questionnements plus appliqués dans le territoire en question. Donc, je laisse la parole à Gaëtan pour rentrer dans le vif du sujet. Alors, pour illustrer les premiers résultats d'analyse des relevés LIDAR, donc c'est des modèles numériques de terrain à très haute résolution qui ont été réalisés en 2019 et qui ont permis pour la première fois de révéler la complexité de ce réseau d'étangs qu'a évoqué Nicolas. J'ai pu détecter jusqu'à présent que sur le haut bassin de Lyon, il peut y avoir 562 retenues ou vestiges de retenues d'eau, soit environ une retenue d'eau tous les 700 mètres entre la source de Lyon et le lac de Pannecyre. Ce ne sont encore que des estimations. Jusqu'à présent, seulement 5% d'entre eux avaient pu être identifiés comme affiliés à l'activité du flottage du bois. Il reste donc à déterminer quelle part des 95% des temps restants sont liés à l'histoire de l'activité du flottage. Et en ce qui concerne le bassin versant de la Cure, les relevés LIDAR ont permis d'identifier 1746 retenues ou vestiges de retenues d'eau
dans les limites indiquées sur la carte à droite de l'écran. Parmi celles qui ont été identifiées, seulement une partie de ces retenues est encore en état d'usage, ce qui représente pour le haut bassin de l'Yonne seulement 195 retenues. Autrement dit, 35% de ce réseau est susceptible à court terme d'être réhabilité, d'être réutilisé après des travaux plus ou moins légers. Sur les images à l'écran, je donne un exemple d'un étang sur le ruisseau de la Motte, qui est un haut lieu du flottage du bois, donc situé dans le périmètre du grand site Bibracte-Montbeuvray, qui pourrait faire l'objet d'une concertation pour établir les attentes, les besoins auxquels il pourrait répondre et à terme faire l'objet du coup d'un projet de réhabilitation. Sur l'image à gauche de l'écran, on peut voir que cet étang est partiellement comblé et revégétalisé, ce qui ouvre aussi une réflexion sur la qualité de ces eaux. Et sur l'image à droite, on peut voir que la digue est encore partiellement étanche au vu de la nappe d'eau facilement visible. Les autres retenues, le reste du réseau de retenues, qui a été détecté à l'échelle du haut bassin de l'Yonne, est dans un état de fossilisation avancé. Et il serait intéressant d'évaluer l'état de ce patrimoine emblématique, ces édifices étant parfois très imposants à l'image de l'étang des Brenaux sur la gauche de l'écran, dont la digue fait 7 mètres de haut sur 20 mètres de large et qui est aujourd'hui largement végétalisée. Le recours à la mémoire locale dans ce cas précis, confronté aux observations de terrain, pourrait ainsi permettre d'accumuler un certain nombre d'informations sur l'histoire de l'environnement proche de cet étang, ou encore sur l'histoire même de ces aménagements, la chronologie de leur mise en place dans la matrice paysagère, et ainsi en parallèle d'évaluer ce qu'il reste de cette géohistoire dans la mémoire collective. En prenant l'exemple à droite de l'écran du ruisseau des Grenouilles, donc c'est un affluent du Touron, c'est un haut lieu du flottage qui présente un chapelet d'étangs qui ne semble pas avoir fonctionné en même temps. De plus, les premières observations LIDAR, les premières observations de terrain ont permis de constater que le recensement à partir des relevés LIDAR est limité. Une certaine part de ces vestiges archéologiques, de ces anciennes retenues, est difficilement détectable sans le recours à des observations de terrain guidées par une connaissance approfondie du territoire. À l'image de la bande de cet ancien étang, que je présente sur les images, retrouvé à 5 km de la source de l'Yonne, dans un secteur qui soulève de nombreuses interrogations sur la chronologie des aménagements qui ont été réalisés dans le cadre de l'activité du flottage. Donc on peut voir sur ces images que la digue de cet ancien étang est largement démolie. Il ne reste qu'une petite partie de la bonde. C'est un édifice maçonné, abandonné et aujourd'hui végétalisé. Autrement dit, au vu de ces premières observations, il paraît pertinent de lancer un projet de science participative mené à l'échelle du périmètre du grand site Bibracte-Montbeuvray dans la continuité méthodologique et pour compléter le travail de recensement des anciens chemins qui a été évoqué par Roger Goudiard, dont une partie a pu servir de voie de débardage durant la période du flottage. Ce projet de science participative conserverait ainsi une approche géohistorique, géoarchéologique du paysage, et le même va-et-vient entre l'approche par imagerie et le recours à la connaissance approfondie du territoire et à la mémoire collective et locale. Ce qui permet d'envisager 2 temps de concertation pour 2 objectifs distincts. Une première étape consisterait à compléter le travail d'identification et d'analyse de ces vestiges hydrauliques. Et dans un second temps, il paraîtrait judicieux d'établir en concertation avec les habitants les perspectives que pourraient offrir ces aménagements passés, en ayant pour objectif final de répondre aux 2 enjeux contemporains majeurs et en devenir dans le développement socio-économique de ce territoire, à savoir accompagner le secteur agricole, mais aussi la population locale victime d'un manque d'eau l'été, depuis 3 étés, notamment, en proposant des projets de réhabilitation ciblés en concertation avec les organismes décisionnaires tels que les directions départementales de territoires concernés qui recensent ces aménagements hydrauliques, mais aussi avec les différents organismes en charge d'évaluer leur impact écologique. Et un autre enjeu est de favoriser un processus de patrimonialisation du paysage fluvial dont font partie les anciens étangs, qui l'ont façonné au fil des puissantes crues artificielles dont ils sont à l'origine, ce qui pourrait se traduire par une forme de géotourisme spécifique au Morvan,
en considérant l'ensemble de ce paysage emblématique façonné sur le temps long, en particulier par les activités extractives anciennes et traditionnelles qu'il a pu abriter. Voilà. Merci beaucoup pour cette intervention très riche où on voit bien l'articulation en fait entre les différents projets, donc un projet qui a déjà été conduit et puis un projet en devenir et comment vous essayez en tout cas d'articuler tout ça en termes de méthodologie participative.